bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de notre série sur les territoires inclusifs et le numérique à l'heure du Covid. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui avec Claire de recevoir 4 intervenants pour notre webinaire sur territoires fragilisés, travailler autrement demain avec le numérique. La question du maintien de l'emploi et celle de la stabilité de l'économie dans les territoires fragilisés pour les personnes peu qualifiées est un réel enjeu. Nous avons appris depuis mars à travailler autrement, à reconsidérer notre rapport au travail, à son cadre d'exercice. Nous avons expérimenté, innové, fait de notre mieux. Et si un modèle innovant et équitable se trouvait aux confins de ces expériences, et si les territoires se rassemblaient pour y contribuer. Nous sommes heureux donc d'accueillir aujourd'hui pour en parler Bénédicte Thillois, qui, dans un parcours extrêmement riche, a notamment été cofondatrice de France Apprenante. Nous recevons aussi Louis Salguero, qui est à la mêlée numérique et qui est coordinateur du réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. Et je vais laisser Claire présenter nos 2 autres intervenants. Merci Mathias. Nous sommes ravis d'accueillir également Samuel Chabret, membre de WeShare, cofondateur de la Société Nouvelle, et Jérôme Tréhardy, entre autres, là aussi, parce qu'on a la chance d'avoir des personnes multicasquettes, vice-président de la French Tech Rennes Saint-Malo. Donc nous sommes heureux d'être sur ce 3e webinaire pour le pôle des territoires inclusifs et numériques. Nous allons partager 3 temps de discussion ensemble aujourd'hui, où chacun vous allez nous partager en fait vos expériences, vos impressions, vos avis aussi sur ces questions-là. D'abord voir en quoi avec la crise le numérique a changé notre façon de travailler dans les territoires. Comment ces changements peuvent-ils être pérennes et sont-ils en fait source de risques ou d'opportunités pour les territoires fragilisés? Et enfin, comment mettre le numérique au service de l'inclusion professionnelle dans ces mêmes territoires? Mathias, je te laisse poursuivre. Oui. Donc, la première question, c'est en quoi, avec la crise, le numérique a changé la façon de travailler dans les territoires et en particulier dans les territoires fragilisés. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ces changements? Je ne sais pas si Bénédicte, par exemple, tu… Est-ce que j'ai des exemples concrets Oui. de ces changements? En fait, les exemples que j'ai, ils sont concrets dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que dans le cadre du projet de l'État 100% inclusion, on a constitué des attelages avec des associations qui sont allées chercher des gens très éloignés de l'emploi pour les amener à se former avec de nouvelles techniques de formation qui tenaient compte par exemple de leur passion, pour les amener progressivement à se refamiliariser avec la relation à l'entreprise jusqu'à l'entreprise. Et cette magnifique chaîne de solidarité et d'entraide qu'on avait constituée à travers un projet, le confinement et la crise l'a rendu très compliqué à organiser. Et quand bien même on avait réussi à ce que les demandeurs d'emploi ou les gens éloignés de l'emploi puissent se former malgré un mauvais équipement, à la fin, on est tombé sur des entreprises qui n'étaient plus candidates pour les accueillir pour des raisons de difficultés économiques. Donc, ces montages un peu originaux qu'on cherche à faire vraiment pour aller chercher des gens qui sont loin et les amener dans l'entreprise, ils sont potentiellement fragilisés par la crise. Et le numérique n'aide pas quand les gens sont déjà loin de l'emploi. Après, si on y est attentif, on a des exemples inverses, qui est que grâce au numérique, on arrive à rendre naturel de faire collaborer des gens autour d'un Zoom, alors qu'on aurait mis des plombes à les faire se parler dans des vies antérieures, parce que pour des raisons de statut, on les avait jamais ensemble les uns autour du même pont de téléconférence. Voilà les 2 exemples que je pourrais citer. Donc, on côtoie le meilleur et le pire, et si on n'est pas attentif et qu'on ne regarde pas dans le détail comment ça marche, on les perd en route ou au contraire, on les gagne. Donc, il faut être dans le réel pour que ça marche. Voilà. Cette ambivalence des effets du numérique, on l'a beaucoup entendu. Est-ce que
Samuel, Jérôme, Louis, vous avez d'autres illustrations de comment est-ce que le numérique a changé la façon de travailler dans les territoires et en particulier dans les territoires fragilisés? Je veux bien reprendre la main là-dessus. Donc, bonjour à toutes et à tous qui ont suivi ce petit moment. Ravi d'être parmi vous. Donc, effectivement, quand on parle d'acteurs des territoires, on peut parler d'écosystèmes. On sait que les écosystèmes sont très divers. On va retrouver le monde économique, le monde associatif, le monde politique, le SR, la culture, les citoyens, le service public. Voilà, la liste est longue. Et souvent, c'est vrai, avant cette crise, c'était des intervenants qui pouvaient des fois se regarder un peu avec défiance, en tout cas, sans se comprendre, sans arriver à se parler les uns avec les autres. Et ce que a réussi à démontrer pour moi la crise que j'ai pu expérimenter sur le territoire sur lequel je suis, donc c'est sur le territoire de Rennes-Saint-Malo, cet axe en Bretagne, c'est que ils ont été un peu obligés, forcés à travailler ensemble et à se rendre compte qu'en fait, ils sont interdépendants en fait. Je pense que quand les choses sont plus compliquées, on se rend compte de l'interdépendance de ces différents acteurs de l'écosystème, de cet écosystème. Et donc, en fait, on a vu s'accélérer les coopérations, ce que disait un petit peu Bénédicte, c'est-à-dire que c'est des fois des choses qui prenaient du temps, où on avait du mal à se concerter. Là, ça a été beaucoup plus vite sous l'urgence. Et donc, en fait, il y a quelques exemples comme ça que je voudrais mettre en avant. Déjà, d'une part, dans la relation entre le politique et le monde économique. Après, c'est vrai que moi, de par mes activités, je suis beaucoup plus lié au monde économique. On a vraiment vu le monde politique beaucoup plus s'ouvrir au territoire. C'est-à-dire que, notamment au niveau du national, de la French Tech au niveau du national, qui a mis en place des mesures d'urgence, avait besoin de se relayer au niveau des territoires pour pouvoir relayer et de pouvoir être en connexion avec le monde économique de façon beaucoup plus pragmatique que ce qu'il avait pu être par le passé, et pour pouvoir diffuser ça. Et on a vu aussi également les grands services de l'État, l'URSSAF, la Banque de France, se mettre à la disposition du monde économique pour pouvoir passer cette crise, ce qui était comme ça quelque chose d'un peu inédit. L'autre chose que je voudrais mettre en avant, c'est l'initiative de la région Bretagne, qui a mis en place une plateforme de e-commerce pour mettre en relation les producteurs alimentaires et les usagers avec une plateforme qui s'appelle produitslocaux.bzh. Et c'était assez intéressant de voir que le numérique a été pris en main par les élus, par la région en fait, pour mettre en place quelque chose de très pragmatique sur le territoire. Et enfin, l'autre point aussi, c'est la dimension culturelle. Et on a bien vu aussi que la culture, qui est un élément, je trouve, qui a été un peu oublié dans cette crise et qui continue un peu à l'être, alors que c'est quelque chose d'extrêmement structurant dans la cohésion des territoires, et même au-delà. On a bien vu que le numérique a permis de réinventer un peu la façon d'échanger. Donc, on voit bien que le numérique peut être un facilitateur, mais il n'y a pas de recette magique non plus. Et on voit bien notamment, et que je terminerai mon propos là-dessus, avec le débat sur la 5G, qui exacerbe un peu les tensions et qui refait revenir un peu au monde d'avant, qui était cette défiance un peu des uns et des autres. Et donc, en fait, il y a eu des belles choses qui ont été faites, mais toute la difficulté maintenant, c'est de le transformer, de pouvoir le pérenniser dans le temps. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. Effectivement, vous nous avez montré les nouvelles relations qu'on trouve entre les acteurs, toutes ces nouvelles possibilités qui se sont créées. Merci d'aborder la question de la 5G qui fait débat, bien évidemment, qui à la fois, on est sur cette ambivalence, peut être considéré comme quelque chose de très positif pour désenclaver certaines zones et qui peut avoir tous les impacts négatifs que l'on connaît, qui est aussi une manne financière pour l'État, ne l'oublions pas, et ça fait aussi partie des choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à tout ceci. Très intéressant les exemples que vous nous avez donnés par rapport à la Bretagne. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ont été mises en place. On a appris de cette crise du Covid à travailler autrement, à travailler avec d'autres personnes, à s'associer peut-être avec ceux avec qui on n'aurait pas pensé. Samuel, j'avais envie de te demander, parmi les changements que tu as pu observer pendant
pendant le confinement, pendant ces 6 mois qu'on vient de passer, quels sont les changements qui sont durables et quels sont ceux qui, en fait, apparemment, enfin, à ton avis, ne vont pas forcément rester et vont nous permettre de revenir à une situation, je dirais, normale, avec toutes les guillemets qui s'imposent? Alors peut-être avant de répondre à ça, parce que c'est marrant, parce qu'on parle de numérique, on parle de territoire, mais c'est quand même des mots valises. Et donc, je ne sais pas si on entend tous la même chose par numérique, je ne sais pas si on entend tous la même chose par territoire, parce que moi, ce que je pourrais juste dire, c'est que entre, et ça c'était un peu ce qu'on avait filmé avec Hyperlien, c'est-à-dire on avait fait tout un tour de France, un autre visage de la France numérique. C'est pas la même chose si on parle de low-tech, de peer-to-peer, de logiciels open source, et c'est pas la même chose si on parle de high-tech, de 5G, de Microsoft, quoi. On n'est pas en train de, et ça veut pas, parfois c'est des visions qui s'opposent, parfois c'est des choses qui sont complémentaires. En général, il y a des tuilages, mais et d'ailleurs la 5G, c'est sûrement le meilleur exemple de ça. C'est tout d'un coup, c'est dire attention, c'est la technique. Qu'est-ce qu'on veut en termes de technique? Qu'est-ce qui est souhaitable ou pas? Et après, et pareil au niveau des territoires, c'est exact, c'est pas du tout la même chose d'être vers Rennes-Saint-Malo, c'est pas la même chose d'être dans l'Aveyron, dans la Creuse. Enfin voilà, donc en fait, comment dire, il y a sûrement des choses qu'on va pouvoir dire qui sont peu objectivables au niveau national. Ça va vraiment être des exemples d'illustration, quoi. Il y a dans ce qui va être durable, par contre, que j'ai vu et un peu structurant, c'est qu'il y a quand même, en tout cas, il y a une aspiration à quitter le territoire métropolitain et en tout cas de quitter Paris par toute une, je ne sais pas si je pourrais parler d'une classe sociale, mais en tout cas, je veux dire, Paris, c'est une sorte d'aspirateur en France, c'est terrifiant à quel point ça centralise. Moi, je ne pourrais pas faire le travail que je fais, c'est très, très compliqué de le faire en dehors de Paris. Et là, tout d'un coup, en fait, effectivement, le fait d'avoir presque une obligation j'allais dire, de dématérialiser des choses, de faire des choses à distance, ça a accéléré. Voilà, effectivement, peut-être que ça nous aurait pris 30 ans avant de pouvoir faire, même là aujourd'hui, on est en train de tous faire des choses sur Zoom. Enfin, je veux dire, qui utilisait Zoom quotidiennement avant le Covid, je ne sais pas. Mais en fait, par contre, dans le piège de ce qui est durable et ce qui ne l'est pas, je crois que la Covid-19, puisqu'il faut dire ça, ça a surtout été un effet accélérateur sur des choses qui étaient déjà là. C'est-à-dire que, en fait, non, les gens n'ont pas découvert d'autres façons de travailler. Fondamentalement, moi, je travaillais déjà, ça c'était le principe du collectif WeShare, on travaille déjà en décentralisé avec des gens qui sont dans plusieurs pays. On a déjà l'habitude de travailler à distance, on a déjà l'habitude de créer des choses à distance. On ne l'a pas découvert pendant la crise du Covid. Par contre, et là, c'est peut-être la question des usages du numérique. Et ouais, il y a des gens qui n'avaient absolument pas cet usage-là. Et là, tout d'un coup, c'est ça qui se passe. Et après, peut-être, moi, un des exemples qui m'a marqué, mais après, on pourra y revenir, parce que c'est des choses pareilles qu'on a été filmées pendant, on vient de finir la 2e saison d'Hyperlien, donc on est retourné sur les territoires et vraiment post-confinement. Et c'est notamment tout ce qui est fabrication décentralisée. Ça, c'était fascinant, parce que c'est comment est-ce que des makers qui ne sont absolument pas aux mêmes endroits travaillent et sont en capacité, et ça a notamment été le cas de la ville de Nantes, bon voilà, c'est pas un territoire défavorisé, hein, sont en capacité de travailler, ils ont mis en réseau plusieurs lieux, des hackerspaces, et d'ailleurs sans distinction, quoi, finalement, il y avait vraiment des tiers-lieux, des makerspaces, des startups, il y avait, effectivement, ça a aplani les statuts sociaux, je suis complètement Bénédicte, et ils ont pu travailler en asynchrone. Et résultat, ils ont créé le premier aspirateur artificiel vraiment créé via la pression 3D et qui est en étape de pré-industrialisation maintenant. Et pareil, ils ont travaillé en plus avec des ingénieurs de grands groupes qui tout d'un coup avaient du temps, qui pouvaient passer du temps. Et ça, pour le coup, je ne sais pas si ça va être durable. En tout cas, là, quand on doit labelliser, on a vu, il y a des choses. Ça, c'était la partie formidable, une des parties formidables qui a émergé en temps de crise. Il y a eu vraiment d'autres moments, mais on pourra y revenir aussi, où vraiment c'était à l'inverse absolument la cata. Et ça, les vieilles logiques, effectivement, qui sont des logiques de qu'est-ce que c'est que l'industrialisation, comment est-ce qu'on travaille ensemble et qu'est-ce que ça doit être, et surtout il faut le dire, quoi, des monopoles en place, quoi. Ouais, effectivement, c'est pas. Moi, je souhaiterais que ça s'inscrive dans le temps. Je ne sais pas si ce sera le cas. Bénédicte, tu voulais réagir là-dessus? Moi, ce que je note, c'est qu'en fait, les périodes de crise,
ça donne l'occasion aux gens impliqués de prendre le lead dans des univers où ils sont parfois considérés comme des zèbres et empêchés par les structures et les organisations. Et ce que je constate souvent, c'est qu'on a du mal à faire collaborer les organisations. En revanche, les personnes dans les organisations sont capables de travailler les unes avec les autres. Et la crise Covid, elle a vraiment montré ça, c'est-à-dire tous les zèbres se sont, entre guillemets, donné le mot pour créer du lien entre les organisations. Et on s'est retrouvé avec des Zooms de ouf, avec des gens de Pôle emploi, de la région, des organismes de formation qui, sans doute, dans les fonctions qu'ils exercent, n'avaient pas eu l'occasion de travailler les uns avec les autres. Et ça, est-ce que ça va durer ou est-ce que ça ne va pas durer? J'en sais rien, à vrai dire. On aurait envie que ça dure. Et donc, la question, c'est à quelles conditions ça peut durer? Exactement. Je suppose, en fait, que de donner de l'autonomie à ces gens-là, tout à l'heure, tu nous as présenté en disant qu'on était multicasquette, mais c'est parce qu'on est multicasquette qu'on arrive aujourd'hui à tisser ces liens. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tisser des liens sans que les gens soient forcément multicasquettes. Les tiers-lieux permettent ce genre de choses. Je crois qu'on va en dire un mot tout à l'heure. Mais en tout cas, les crises, elles ont ça de formidable qu'effectivement, les zèbres, elles réveillent les zèbres et elles leur donnent l'opportunité de tirer plus fort, plus vite et d'entraîner avec eux. Voilà. Alors, il y a, puisqu'on parle des impacts sur la façon de travailler, les relations humaines, vous ne l'avez pas cité, mais on aurait pu parler de la génération de la signature électronique. Il y a à la fois plus des contacts qui sont facilités, mais aussi suppression de la nécessité de contact humain. Dans quelle mesure, pour vous, ça change les relations entre les acteurs? Entre d'un côté, le fait que les nouvelles alliances soient possibles, mais qu'il y a un risque de perte de lien social de l'autre. Si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Ouais, je veux bien réagir par rapport à ça. Bon, déjà, merci beaucoup pour cet accueil, pour la richesse du sujet, la profondeur du sujet que vous nous posez là. En effet, il y a des opportunités plus ou moins durables, éphémères, qui ont émergé. Il y a aussi beaucoup de risques, de ruptures. Tu viens de le dire, Mathias. Je travaille plus particulièrement voilà, sur le champ de l'inclusion numérique, en coordonnant un dispositif de la stratégie nationale pour l'inclusion numérique, donc les hubs pour un numérique inclusif, RINOC, en Occitanie. Et ce qu'on a pu observer sur le territoire, c'est effectivement que le numérique, c'est aussi un facteur d'accroissement des inégalités. Surtout en période de crise, déjà que ça l'était, pour les populations qui n'ont pas accès aux équipements, qui sont en difficulté face au numérique, à l'informatique en général. Et là, on parle d'énormément de personnes, à peu près 40% de la population française a du mal avec le numérique en vrai. Derrière ça, cette période-là, ça a posé de nouveaux challenges et aussi causé des dégâts, évidemment. Ne serait-ce que pour l'accès aux droits, les travailleurs sociaux qui se sont retrouvés chez eux, à ne plus pouvoir accompagner en présentiel des gens qui ont du mal avec le numérique, c'est vraiment quelque chose qui est terrible aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi, et qui en même temps, vous l'avez un peu dit aussi, mais a permis de nouvelles manières de travailler. Alors il y a eu quelques initiatives qui seront prolongées, reproduites, notamment au travers de, par exemple, sur l'inclusion numérique, en l'occurrence, Solidarité numérique, un dispositif mis en place par la MENNUM, et également, du coup, le programme Société numérique, qui a réuni à peu près, je crois, 4000 volontaires au bout du fil, donc prêts à répondre, en fait, à un numéro vert, donc, qui a été mis en place, et même déjà ça, par téléphone, c'est déjà bien. On a accueilli, je ne sais plus combien, 50 000 appels en quelques mois. Ça a été assez difficile au départ parce que tout le monde s'est mobilisé et justement on a contribué aussi au sein de l'initiative en petite partie, certes tout le monde a contribué en tout cas à l'émergence de cette plateforme
qui a maintenu un peu du lien malgré tout, mais évidemment pas assez pour contrebalancer ces effets-là de rupture de l'accueil des publics tout simplement et de leur accompagnement. Donc il y a aussi ça qui s'est passé sur les territoires et en même temps donc, de nouvelles opportunités, certes en ligne avec Solidarité numérique, mais aussi sur le terrain. On a vu des entreprises qui se sont mobilisées pour aller donner des ordinateurs et les redistribuer à des foyers qui n'en étaient pas équipés, pardon, et justement, on a observé que de nouveaux acteurs entraient en jeu et que le modèle finalement des compétences, des rôles de chacun avait changé. On est passé un peu de cathédrale, si j'ose dire, au bazar, où eh bien, les acteurs travaillent entre eux, au-delà même des compétences, on va dire, actées légalement par pour telle ou telle collectivité, l'entreprise qui a également pu apporter parfois des solutions. Donc là aussi, je rejoins les propos des autres intervenants sur le sujet, tout comme on a vu aussi s'accélérer dans le modèle économique en lien avec ces activités, la nécessité de déployer davantage de ressources humaines sur le terrain. Le plan de relance que propose Cédric O, justement, est là pour ça. Donc il y a des mesures à la fois sur la médiation numérique, mais aussi sur l'économie et la transformation numérique plus classique qui sont en train de se passer. On a évoqué les tiers-lieux. Les tiers-lieux aussi deviennent un peu la pierre angulaire de ces... et finalement représentent, matérialisent ces fameux bazars plutôt que les cathédrales dans lesquelles on va pouvoir recréer du lien. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. Et on s'en est rendu compte peut-être dans un modèle qui ronronnait entre guillemets et qui, face à cette situation, a dû faire preuve de résilience. Je pense que ça a été un vrai indicateur de résilience, ce qui a été décrit là. Donc voilà un peu moi comment je lis les événements et dans la durée, oui, faudra évidemment être vigilant quand même, puisque certes ça a accéléré les choses, mais ça a aussi accéléré le déploiement d'une logique de système vers laquelle on va, l'accélération technologique, on a parlé de la 5G, également la dérégulation potentiellement derrière tout ça dans tous les domaines. Donc à voir voilà, comment on peut garder un cap qui nous maintienne en termes de stabilité à minima et qui nous permettent de nous réinventer aussi. Merci beaucoup, Louis. Est-ce que quelqu'un veut réagir, rebondir sur ces propos? Sur la question des effets différenciés, en fait, suivant les publics du numérique dans la façon de travailler. Moi, je veux bien témoigner, partager une expérience sur d'abord, sur les usages, pardon. Quand on parle de numérique, c'est pas la même chose d'être confronté à une plateforme sur son ordinateur qui vient des impôts, il faut remplir son mot de passe, retrouver son code, se retrouver dans un menu un peu compliqué, et puis avoir sur WhatsApp un truc souple et simple qui est directement accessible. Et en fait, on voit bien que l'enjeu, c'est de passer à ces interfaces ordinateurs à maintenant des petits trucs beaucoup plus simples pour des gens qui sont éloignés de l'emploi et des services publics. Et s'agissant des services publics, les témoignages que je peux avoir, qui sont des témoignages de la SNCF, mais aussi de l'hôpital et enfin des grands services publics, c'est que à partir du moment où il y a des interfaces qui sont organisées par le numérique, la relation avec le personnel après devient extrêmement compliquée parce que ne vient en interface que les problèmes. Et les agents de l'État ou les agents dans les territoires sont confrontés à de l'agressivité permanente parce que ne viennent à eux que les gens qui en fait viennent de galérer pendant un temps fou. Et le passage en fait du métier d'interface classique au métier de médiateur, parce que c'est ça qu'il faut faire advenir, ce métier de médiateur, il n'est absolument pas appris aujourd'hui. Et pour moi, c'est une vraie transformation qu'il faut conduire, c'est que les métiers de contact, ce ne soient pas des métiers de contact simples comme on a pu les avoir dans le passé, mais des vrais métiers de médiation. Et c'est très difficile de faire ce travail-là quand on a quelqu'un d'excédé qui vient, qui s'est fait balader 18 fois sur un site et qui vient ensuite. Et plus les gens sont en difficulté sociale, et plus c'est difficile en fait
d'exprimer les difficultés qu'on a rencontrées devant un interlocuteur, fut-il de bonne volonté. Ouais, je pourrais peut-être rebondir une dernière fois. Annelle, c'est toi. Vas-y, Ouais, Samuel. moi je partage complètement ce que tu viens de dire en fait, et ça c'est peut-être l'autre partie, ça pour le coup c'est l'effet durable, c'est-à-dire que ce qu'on voyait déjà, et il y a une chercheuse qui a beaucoup travaillé là-dessus qui s'appelle Dominique Pasquier, euh, euh, en fait ça c'est la partie plutôt terrifiante, c'est-à-dire que ce qu'on peut constater c'est que le numérique c'est un facteur aggravant des inégalités qui étaient déjà là, mais que tout d'un coup ça remet quelque chose vraiment qui est extrêmement handicapant, et que ça allait déjà être compliqué avec tout ce qui était service dématérialisé de l'État. Ça allait déjà être extrêmement compliqué, et ça se voyait déjà. Et ça venait rajouter encore une couche à des gens qui n'en avaient vraiment pas besoin. Et là, tout d'un coup, que ce soit arrivé si vite, avec en fait ceux qui s'en tirent très bien, et on en fait tous partie ici autour de cette conférence, en fait, limite, ça accélère pour nous peut-être des choses qui fonctionnent déjà bien avant. Et à l'inverse, il se passe l'inverse pour des gens où c'était déjà très compliqué. Je veux dire, moi, on s'est retrouvé du coup dans des endroits où on a filmé. En fait, quand tu dois suivre des cours à distance quand tu as un enfant, mais qu'en fait, que tu n'as absolument pas même, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de smartphone. Et en fait, déjà, l'environnement où tu vis est déjà pas un environnement qui est favorable à ça, parce que tu n'as pas les moyens, et c'est pas ta faute à toi. Par contre, c'est quel choix de société tu fais. Ça s'aggrave, et à mon avis, là, on est rentré dans cette phase-là. C'est-à-dire que là, on a pu parler tout à l'heure très, très rapidement des effets, l'opportunité, ce qui est génial, et tout, etc. En vrai, là, les effets qu'on va avoir, surtout, pour moi, c'est surtout les effets hyper délétères de l'isolement, de choses comme ça. Et là, je rejoins complètement Bénédicte, c'est quoi la bascule qu'il va falloir faire pour accompagner, mais en fait, il va falloir mettre des humains derrière, quoi, parce que ça va absolument pas être une plateforme qui va t'aider. Enfin, moi, j'ai travaillé pour donner un exemple, j'ai travaillé en très, très local, mon père est agriculteur, donc assez éloigné. Enfin, je veux dire, oui, il envoie des mails, mais bon, après, quand c'est un peu plus compliqué que ça, c'est très, très compliqué. Ma maman, pareil, était infirmière. Là, moi, on a été en capacité, avec un ami designer pendant le confinement, de créer une plateforme pour justement un drive fermier, tout, etc., relier des gens. Mais là, on leur a parlé d'un monde. En fait, on leur avait parlé de Mars, c'était plus proche. Enfin, je caricature à peine. Et là, moi, j'aurais pas été là. Et là, le temps de médiation, le temps qu'il faut passer pour que ça émerge, il faut pas se leurrer. Et ça, ce serait un plomb à mettre du côté technosolutionnisme qui a quand même hyper court en ce moment dans le monde. C'est-à-dire, ouais, il y a un problème, on sort une app. Ouais, en fait, non. En fait, là, c'est vraiment des problématiques hyper complexes, et où ceux qui ont une partie du savoir et qui ont reçu beaucoup vont devoir redonner. Sinon, ceux qui ont moins, là, vraiment, ça va être la cata. Et après, les gilets jaunes, derrière, je pense que ça paraîtra vraiment un moment sympa, quoi, parce que, en fait, tu vas pas te laisser mourir. Donc, bien sûr que ça provoque de la colère, bien sûr que ça provoque de la révolte. Merci beaucoup, Samuel. C'est très, très important d'avoir souligné l'aggravation de la fracture. Et effectivement, même au-delà d'être équipé, il y a aussi la possibilité de travailler. On l'a vu, notamment avec le télétravail ou la continuité pédagogique. C'est pas parce que tu as un ordi et que tu es à la maison que tu peux travailler dans de bonnes conditions. Combien de personnes étaient dans le bruit, combien se sont partagés un ordinateur. Il y a toute cette globalité, j'allais dire, à prendre en considération. L'humain, l'élément humain évoqué est très, très important. C'est ce qui revient le plus, nous, dans les interviews que nous faisons, c'est effectivement, on ne va pas créer une app pour gérer chaque problème, parce que ce n'est pas la solution, ça reste un outil, mais on a besoin d'interface humaine. Et notamment, ce qui revient souvent, ce qu'on entend beaucoup, c'est au niveau des services publics, un vrai sentiment d'abandon des usagers. Les gens ont l'impression qu'on n'en veut plus, que les portes sont fermées, qu'on les exclut. Et en termes de relation à l'humain, j'aimais bien l'exemple, Bénédicte, pris sur la plateforme des impôts, mais au-delà de ça, le fait de ne plus pouvoir aller dans un établissement public et qu'on nous renvoie sur notre ordinateur, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Bénédicte, si tu veux continuer ce que tu nous avais commencé à évoquer. Moi, il y a 20 ans, j'ai dirigé les contrôleurs de la SNCF. C'était juste avant le billet numérique. Et on avait travaillé avec eux sur l'évolution de leur métier. C'était très intéressant. Ils étaient allés voir eux-mêmes des prospectivistes pour savoir, les stations essence avaient déjà
était déjà automatique et ils étaient allés voir comment les autres avaient fait pour savoir quelle serait l'évolution de leur métier. Ils avaient très vite intégré le fait qu'ils ne poinçonneraient plus les billets, qu'ils liraient les billets avec des outils, mais que ce n'était pas là que se nichait, entre guillemets, la transformation du métier. Ils avaient compris en fait que le métier, ça allait être un métier de régulation de la vie à bord. Parce qu'à partir du moment où chacun était confronté à ces petits sujets, la question du vivre ensemble dans le train allait être compliquée et que ça allait reposer sur eux et que finalement, sans bonne volonté de part et d'autre, c'est eux qui allaient régler les micro-conflits à bord. Ça fait 20 ans, ça s'est totalement révélé exact. C'est ça qui est devenu leur métier. Et récemment, j'ai eu la chance de participer à des travaux de la délégation interministérielle de la transformation publique avec d'autres personnes qui étaient présentes. Et ce qu'on a vu, c'est que les agents de l'État sont extrêmement démunis aujourd'hui parce qu'en fait, cette transformation de leur métier, elle est arrivée par évolution technique successive. Et cette nouvelle posture qu'ils doivent avoir, en fait, elle est tout à fait différente. Elle suppose de la formation, elle suppose des aptitudes, et qu'en fait, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de la transformation qu'il faudrait faire, et qui est encore pas si outé, enfin, c'est pas encore aussi explicité que ça, voilà. Et puisque l'occasion m'en est donnée, j'en parle parce que c'est ça qui va faire que la société va tenir ensemble. Encore un autre exemple, si j'ai encore le droit de parler. Bien sûr. Je travaille en ce moment dans un grand hôpital. On est en train de conduire une écoute sur ce qui s'est passé pendant la première crise Covid entre les différents professionnels de santé. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un nouveau clivage qui est arrivé, mais qui est un clivage sérieux. Avant, il y avait les cols blancs et les cols bleus. Maintenant, il y a un nouveau clivage. C'est ceux qui travaillent à la maison et qui sont planqués, je cite, et ceux qui sont au front avec le risque de choper la maladie. Mais ce qui est terrible, c'est que les planqués en question, ils ne sont pas planqués. Ils ont travaillé beaucoup plus qu'ils ne travaillaient éventuellement dans l'hôpital avant. Et en plus, ils avaient les enfants sur les genoux, parce qu'il avait fallu faire l'école en même temps. Mine de rien, dans le travail relationnel qu'on fait, on essaie de recoudre le lien parce que ces gens-là se détestent aujourd'hui. Alors que c'est pas, j'exagère. Ça a vraiment distendu les liens. Oui, ça distend les liens et on entend, oui, mais eux, ils étaient en télévacances. Oui, mais elle est bien gentille, mais c'était pas elle qui était en train de poser des perfusions sans masque. Et les deux, enfin, quand on entend chacun dans sa posture, on l'entend parce qu'on comprend en fait comment ce qu'il a fait a dû le remettre en question son quotidien. Mais on se dit que si on ne travaille pas sur ce lien on va créer une nouvelle fracture. Et les entreprises sont des lieux qui gommaient ces fractures parce que le projet commun permettait, même s'il y avait des difficultés sociales, un certain vivre ensemble. L'entreprise, elle a une responsabilité politique de ce point de vue-là. Et si on l'encourage pas à le jouer, on aura des gilets jaunes à l'intérieur des entreprises. Et ça, c'est l'étape, quand on l'a dans la société puis dans l'entreprise, je pense qu'on est mal barré. Okay. Et c'est pareil, si je peux rebondir un tout petit peu, parce qu'en plus, j'ai une expérience personnelle aussi. Moi, je fais partie de ceux qui ont amené de la transformation numérique dans des organisations. Donc, c'est vraiment, si je caricature, c'est vraiment les jeunes cons de la Startup Nation. Vraiment, et je vais le dire avec cette violence-là, mais parce qu'en vrai, c'est ce qui s'est passé quand même. C'est-à-dire avec une vision extrêmement néolibérale à l'intérieur du numérique. C'est pour ça que je parlais, mais de quel numérique on parle. Et je me revois en tout cas avoir transformé des organisations et de dire que je le faisais pour les gens alors que je ne le faisais pas avec eux. Et donc, du coup, ça veut dire que je l'ai fait contre eux. Et c'est quand même vraiment ça qui s'est passé dans beaucoup de transformations numériques en plus. Et donc, on est en train de récolter les fruits de ça, de dire, mais quel type de transformation numérique on veut? Parce que c'est pareil. Si c'est... je vais être dur, mais je n'aurais absolument aucune croyance dans une transformation numérique qui serait amenée par les grands cabinets de conseil qu'on a connus. Enfin, c'est quand même Capgemini qui pousse qui pousse les hôpitaux pratiquement au bord de la rupture avec des logiques absolument absurdes.
Mais en fait, si, il y a une logique qui n'est pas absurde, c'est la logique des coûts. Et derrière, c'est eux presque qui se retrouvent à nous accompagner en disant ouais, on s'est un peu planté. Et c'est les mêmes, quoi. Je veux dire, donc à quel moment. Et donc ça, c'est quand même un truc dont on va parler aussi, c'est faire quand même le devoir d'inventaire, de dire attention, quel numérique on veut pousser, comment on veut le pousser et avec qui. Et il faudra bien qu'à un moment, toute une partie du numérique qui a été pensée autour des startups, et moi j'en suis issu, donc vraiment je fais mon propre mea culpa, quoi. Je pense qu'une partie de ce que j'ai poussé à des moments était d'une violence pour les gens et a contribué à ces fractures-là. Et avec des mecs, en plus avec beaucoup de mecs blancs comme moi, surdiplômés, qui amenaient des choses, enfin bref, autant dire une capacité à penser l'autre qui était quand même assez réduite. Voilà, et donc ça c'était le petite parenthèse, mais parce que si demain c'est mené, et là c'est vrai que j'ai moins de croyance dans une partie de la French Tech, et c'est vrai que je suis désolé parce que c'est absolument pas contre, par contre c'est dans une logique qui sont poussées. Je veux dire, moi j'ai vu des trucs terrifiants et je vois encore des choses terrifiantes, et donc quand je me méfie juste de oui, il va falloir transformer numériquement les gens et les organisations, et moi je vais dire ok, mais qui le fait? Parce que si c'est les mecs qui poussent à des logiques qu'on a là aujourd'hui et qui sont absolument pas du coup des logiques créées par la crise, par le Covid, qui sont des logiques qui étaient déjà préexistantes, bah là on sera pas exactement d'accord, quoi. Et ça créera pas les mêmes choses surtout. Jérôme, vous voulez réagir un peu à ces propos, puisque c'est un regard un peu critique quand même sur la French Tech. Non, mais que je peux tout à fait entendre. Il ne faut pas d'angélisme et d'idéalisme. La première chose, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais effectivement répondre à ce que disait Samuel, mais au-delà de ça, moi, il y a deux choses que je trouve extrêmement importantes d'avoir en tête. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que le numérique, c'est un moyen et pas un but. Et ça a été dit en filigrane dans les exemples qui ont été donnés en disant on va faire une app pour répondre au truc. En fait, souvent, le problème, c'est qu'on considère le numérique comme l'alpha et l'oméga de beaucoup de choses. C'est que notamment les élus voient le moyen de pouvoir magique, de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage, que chacun devienne entrepreneur. Donc voilà, je pense qu'il y a eu cette vision-là qui a été un peu exacerbée au sein de la French Tech. Et ça, j'entends tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important d'avoir des véhicules au niveau des territoires qui parlent au sein d'un écosystème. Et je pense qu'une des façons de pouvoir nuancer ce que vient de dire Samuel et la perception qu'on peut avoir d'initiatives comme la French Tech, bon, puisque je suis dedans, donc je peux d'autant plus en parler, mais je pense que c'est vrai pour d'autres choses, c'est le fait de pouvoir discuter au sein d'un écosystème. Tout à l'heure, je parlais des différents acteurs d'un écosystème, et je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre, c'est que tout le monde est le maillon d'une même chaîne, et tourner vers quoi, vers quel projet. Et donc, je pense que ça pourrait être nuancé à partir du moment où la Startup Nation, dont on parle beaucoup, parlera avec des élus, parlera avec des associations, parlera avec le monde de l'éducation. Et je trouve que c'est un peu le projet qu'on essaie de porter au sein du territoire, au sein de l'association Le Pool qui porte le label French Tech Rennes Saint-Malo, justement d'être dans une notion d'inclusion pour construire quelque chose et pas être dans une brutalité qu'on peut percevoir. Donc ça, c'était ce que je peux répondre un peu à brûle pour point sur les propos, mais moi, pour finir un petit peu, quand j'ai pris la présidence, donc je suis vice-président, avant j'étais président pendant 2 ans, j'ai été marqué un peu de la défiance qu'on a vis-à-vis du monde politique et des élus locaux. Et alors que je pense que c'est extrêmement important que le monde politique et le monde économique se rejoignent et discutent ensemble, et donc en filigrane à travers des véhicules associatifs au niveau économique, au niveau culturel, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc je suis intimement persuadé que et notamment le débat sur la 5G démontre ça, c'est que les gens ne s'écoutent pas, sont chacun dans des dogmatismes de leur côté. Je ne sais pas qui a raison, je ne suis pas un spécialiste de la 5G, pourtant je suis dans le numérique. Donc,
je ne peux pas dire, donc je trouve est symptomatique de cette difficulté d'écoute et voilà. Et je pense on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, je pense que c'est le mouvement des gilets jaunes et la résultante un peu de ça, c'est-à-dire d'une exacerbation de fractures qui est pas gommée, mais en tout cas qui est, comme je dis, exacerbée euh, par cette difficulté alors ça fait un peu angélique, ça fait un peu bisounours, j'en suis désolé, mais c'est des valeurs un peu que je porte et que j'ai essayé en tout cas de porter au sein de mon action au sein du pool. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Avant qu'on passe pour la dernière partie de ce webinaire sur un peu les recommandations, j'avais une dernière question qui porte sur la notion de territoire. Plusieurs fois, vous nous avez dit, attention, on emploie le mot numérique de manière trop générale et il y a plusieurs numériques. Est-ce que le numérique conduit à transformer la notion même de territoire? Là, on l'a pris comme si c'était une évidence et il y avait des territoires qui étaient quasiment objectifs, presque comme des départements. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact du numérique sur cette notion de territoire? Si je peux me permettre, c'est pour Jérôme, pardon, la question. Je t'en prie, Louis, vas-y, puis je D'accord. rebondirai sur ton. Ça marche. Non, en fait, c'est vrai que dans les propos de Jérôme, il y a déjà une partie de la réponse, et un peu Mmh. dans tout ce qu'on dit, il y a une partie de la réponse. Le territoire, c'est un construit. C'est un construit d'acteurs, par les acteurs qui l'habitent, et c'est aussi un construit par les acteurs qui sont extérieurs à une certaine zone géographique, mais qui, dans un certain cadre, eh bien, vont déployer des politiques, déployer des lois, des régulations. Mais derrière ça, c'est vrai que comment le numérique voilà, peut réinventer les systèmes territoriaux, quelque part, on va d'abord peut-être parler d'humain, effectivement, avec le numérique en tant qu'outil. On a parlé des tiers-lieux, hein, ces petits espaces, c'est la plus petite échelle, c'est la plus petite unité spatiale. Hein, si on prenait vraiment la plus petite unité, dans le numérique, c'est la data, et bien sur le territoire, c'est le lieu. Et justement, à côté de ça, on a donc des cadres à la fois physiques et aussi eh bien, organisationnels, avec ce qui a été cité, des espaces où on peut mettre eh bien, tous les acteurs, toutes les typologies d'acteurs autour de la table, du privé, du public, du terrain associatif. Ça, ce sont vraiment des dispositifs à construire et qui sont, et je l'ai entendu, voilà, un vrai véhicule qui vont impacter la trajectoire des territoires, si tant est qu'à l'intérieur, on ait voilà, des acteurs qui savent collaborer déjà, il faut le vouloir, on a tous des intérêts différents sur un territoire, et à travers le numérique, ça se traduit aussi, hein, puisque la manière de communiquer au sein d'une communauté d'acteurs, hein, c'est aussi impacté par ça, la manière dont eh bien, on est proche de ces moyens-là qui permettent d'être réactif, de prendre de l'initiative. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là du numérique à pouvoir plutôt soutenir hein, et accompagner ces espaces-là, l'émergence, leur structuration. C'est un peu aussi, hein, au-delà même du numérique, c'est un peu ce qu'on fait dans le hub, justement, Rhinoc et dans les 10 autres qui existent hein, sur les territoires français, où eh bien, notre mission, c'est voilà, avec les acteurs, de structurer un espace de discussion, de négociation et de décision, et de mettre à disposition autant de ressources et qu'on se mette tous à chercher des ressources aussi, en nous, à l'extérieur, évidemment, financières notamment, pour aller eh bien, développer les projets sur lesquels on va rebondir ensemble d'une autre manière. Donc, pour la notion de territoire, au final, pour moi, voilà, elle est là. C'est vraiment elle est déjà là. C'est le construit par les acteurs. Jérôme, vous vouliez compléter, non? Rebondir? Oui, merci beaucoup. Moi, il y a une chose qui est intéressante quand j'ai réfléchi un peu à cette question-là, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'antinomique entre la notion de territoire et numérique, parce qu'un territoire, Mmh. de par sa définition même, on parlait tout à l'heure de définition, et je pense que c'est important, il induit une frontière, une limite, Mmh. quelque chose qui le rend unique par rapport aux autres. Alors que le numérique, au contraire, c'est tout le contraire, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est une ouverture au monde, et donc de facto, je trouve que, un peu philosophiquement parlant, on va dire, mais je trouve que c'est intéressant quand même de garder ça en tête, et qui rend peut-être des fois compliqué de faire rentrer l'un dans l'autre.
L'autre chose aussi, c'est qu'un territoire, on en parle comme souvent quand on le décrit, on a l'impression que c'est quelque chose d'uniforme, alors que c'est quelque chose qui a une certaine diversité et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui a en son sein des fractures entre le monde rural et le monde citadin, mais également sur les quartiers prioritaires. On voit bien qu'un territoire, ça ne peut pas être vu et analysé comme une entité unique. Et donc, la question est de savoir, moi je trouve à travers ça, c'est de savoir comment le numérique peut aider à réduire ces fractures en fait. Et c'est un peu tout ce qui a été dit derrière. C'est-à-dire que malgré les difficultés, si on essaie de voir ce qui permet de réduire un petit peu les fractures, c'est l'accès aux services publics. Alors je suis d'accord avec vous, hein, tout n'est pas parfait et c'est compliqué et que c'est plus, enfin, c'est pas comme, enfin, il y a des choses, mais malgré tout, on peut imaginer que d'avoir une plateforme qui permet de pouvoir accéder à tous les services permet aux personnes qui sont un peu isolées de savoir que ça existe et de pouvoir être en connexion avec ces services-là. On peut parler aussi de l'ouverture au monde. C'est vrai que quand on est un peu isolé, le numérique, d'accéder à ça permet de s'ouvrir et de voir autre chose. Et le télétravail aussi, je trouve qu'une des incidences intéressantes du télétravail, c'est pas le télétravail en soi, mais c'est le fait que ça amène de la diversité sur ces territoires. Je m'explique. On a tout à l'heure parlé du fait que les gens veulent quitter les villes, notamment Paris, pour aller à la campagne, parce que pour une meilleure qualité de vie. Et donc, de fait, ça amène aussi à une forme on va dire, de mélange, de mixité. C'est-à-dire sur des territoires qui étaient un peu isolés, on voit arriver des gens qui seraient peut-être jamais venus habiter. Et donc, je pense que pour ça, c'est quand même des bonnes choses. Par contre, ce qui va tendre à l'accélérer, cette fracture, on a beaucoup parlé des différences. Je pense que de fait, justement, de voir le fait qu'on n'est pas tous égaux et que c'est… Enfin, d'ailleurs, la crise des gilets jaunes, c'est un peu ça. Hein, et on voit bien que les réseaux sociaux ont exacerbé justement ce décalage qu'il y avait entre la perception qu'ils avaient, eux, sur les territoires fragilisés et une forme de tour d'ivoire un peu jacobine qui était montrée à travers les réseaux sociaux et le numérique. Et puis au-delà de ça, il y a aussi la couverture tout simplement 4G et de la fibre. On parle de la 5G, mais la 4G, elle n'est pas partout. Notamment, je parle de la Bretagne pour ce qui me concerne. C'est bien beau de parler de la 5G, mais bon, déjà, faisons en sorte que la 4G soit partout, faisons en sorte que tout le monde ait accès à la fibre. Et tant que ce n'est pas le cas, de nature même, tout le monde n'a pas accès de façon égale au numérique et à ces outils. Donc, ça exacerbe la fracture. Et là aussi, ce que vous avez décrit, Bénédicte, très bien, c'est la capacité d'utiliser cette techno. Souvent, on pense qu'on a pondu une app ou on a pondu un site web et que ça résout tout. Mais en fait, comment on éduque les personnes à pouvoir utiliser ces outils? Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, et la dernière chose, pour mettre un peu de perspective, je suis désolé d'avoir été peut-être un peu long, mais oui, forcément, le numérique va remodeler l'idée de territoire, va peut-être même en vider sa substance. Alors ça, c'est un débat, je pense que je ne suis pas capable de répondre, mais pour mettre un peu de perspective, ça va tendre vers une certaine forcément uniformisation. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que justement, d'uniformiser tout, il y a des choses qui sont bonnes? Est-ce que c'est aussi ce qu'on veut? Ça, c'est une vraie question, là encore un peu philosophique. Et donc, j'ouvre la boîte de Pandore sans pouvoir complètement y répondre, mais c'est ce que ça m'a un peu inspiré, cette question. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, bien ou mal, c'est une grande question. Dans tout ce que vous évoquez, on en a parlé tout à l'heure, cette notion de tiers-lieu. Est-ce que justement, pour sortir de cette logique de territoire, mais bien être en local, avec de l'humain, avec de la médiation, avec peut-être pourquoi pas de la formation, etc., de l'accès à des outils, est-ce que le tiers-lieu, ce ne serait pas ce fameux bazar, ce fameux couteau suisse qui pourrait favoriser le travail, l'activité économique en territoire fragilisé? Louis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Bon, ben, j'ai pas mal bossé sur le sujet aussi, mais je crois que Samuel également, hein. Enfin, j'en suis sûr aussi. Les tiers-lieux, en fait, ça existe depuis longtemps, hein. C'est la nuit des temps, hein. Le café, ne serait-ce que ça, c'est un tiers-lieu, c'est l'exemple parfait. C'est juste un concept pour dire que c'est ni le lieu de travail, ni le domicile à la base, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, in fine. C'est un espace où on peut créer du lien, maintenir du lien, et voir, voilà, développer même du lien, hein. Si je dois prendre la définition au sens très très large, aujourd'hui de ces lieux. Et puis, au fur et à mesure, ils ont été appropriés, même dans les sphères un peu professionnelles, les espèces de coworking, vous connaissez, les Fab Labs, c'est des tiers-lieux aussi, hein, ce sont des tiers-lieux, où on retrouve des communautés d'intérêt. Et
Et au-delà de cette proximité, autour d'un intérêt, il y a aussi cette proximité physique, géographique qui est mise sur la table. Donc oui, comme dit tout à l'heure, les tiers-lieux, ça peut être vraiment intéressant de les développer parce que ce sont les espaces où vont se créer ces discussions pour repenser un peu le modèle de développement des territoires, à mon sens. Et le numérique, ça permet ça aussi, quelque part, autre part. On peut parler des tiers-lieux, certes, en matériel, physique, mais il y a aussi tout le numérique, c'est aussi un tiers-lieu sur les différentes plateformes, si on le pense comme ça, sauf que, évidemment, on a aussi une problématique territoriale, on ne peut pas vraiment s'affranchir de celle-ci, on n'est pas digitalisé. Et au travers de ça, eh bien, on a des effets déjà, des tiers-lieux sur les territoires, ne serait-ce qu'en termes de mobilisation. Après, à voir si ça a des effets sur les territoires concrètement, sur la délocalisation, on va dire la relocalisation des activités, la déconcentration de ces activités sur les territoires ruraux, les néo-ruraux qui déjà le faisaient avant, et plus maintenant vont s'implanter sur de nouveaux territoires, acheter une maison et autres. Ça permet, comme ça a été dit, d'amener la diversité, certes, mais attention aussi quand même, parce qu'il y a quand même derrière ça des enjeux qui sont encore présents. C'est pas parce qu'on met des tiers-lieux partout que ça y est. Les ressources dans la santé, dans l'éducation, sur les infrastructures et les services, à côté de ça, et c'est le sens de mon propos de tout à l'heure, si on n'est pas vigilant sur ça aussi, eh bien, les tiers-lieux, bon, c'est une belle idée, tout le monde se l'approprie aujourd'hui, on a tous les ministères qui discutent du sujet pour en faire des tiers-lieux sociaux, où on accueille du public aussi, des tiers-lieux de toutes sortes, finalement. Mais derrière ça, il faut aussi pouvoir à un moment donné, faire de ces lieux, leur donner une légitimité, en tout cas, et les écouter les communautés qui les fondent et qui les habitent, pour impacter l'orientation et la dynamique du territoire, rien d'autre. Je veux vraiment être comment dire, très critique sur ce sujet-là, mais critique à bon escient, évidemment. Mais le tiers-lieu, oui, et en même temps, pas que. Et ce ne sera pas, je pense, la solution miracle. On en discutait le 1er octobre, où vous êtes intervenu d'ailleurs, le plus important, justement, avec la NCT, les territoires, les départements, les porteurs de tiers-lieux. C'est la question. Est-ce que c'est vraiment la pierre angulaire du renouveau des territoires ? Oui et non. Voilà, j'ouvre le débat aussi, mais c'est comme ça. Ouais, je peux enchaîner. Ouais, tu as très bien conclu. Tout dépend de ce qu'on met derrière, en fait. Parce que moi, j'avais aimé une définition que nous avait donnée Guillaume Riffaut, cofondateur d'Asmalas, à Saint-Julien-en-Born, c'est un petit bled. Il disait, en fait, finalement, dans la question du tiers-lieu, je crois que le lieu, je m'en fous, parce que ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, et c'est comment est-ce que la dynamique et finalement le collectif qui se crée, qui devient un tiers, redonne aux gens leur capacité à agir. Mais il disait, c'est comme ce qu'ont été les syndicats, c'est comme ce qu'a été l'Église. Je veux dire, comment est-ce que en fait, c'est des mouvements qui te permettent de retrouver toi, ton individuation et une place dans la société. Et donc, du coup, tout d'un coup, quand on met cette définition-là, parce que je pense que c'est du coup, vu que maintenant tout est tiers-lieu, du coup, on va revenir à dire, attends, mais qu'est-ce qui n'en est pas ? Un espace de coworking, pour moi, c'est très faible. Enfin, je veux dire, si les gens pensent qu'on vend des espaces de coworking dans des territoires où il n'y a personne et où en fait ils ont cramé des fonds publics pour ça, c'est une cata. Enfin, je veux dire, voilà, je vais être très franc, il ne se passera rien, quoi. Parce que c'est la logique qui est derrière qui est fascinante. Et c'est la logique dont on a parlé, mais qui se déploie en fait à plein d'endroits différents. C'est là, je citais un tout petit peu Fabrique commun, justement, qui est tout un réseau qui s'est créé autour des Fab Labs, autour de ils viennent de sortir une tribune dans Le Monde, justement, autour de la fabrication décentralisée. Mais c'est presque ces logiques-là qui émergent, c'est-à-dire, pareil, si je citais un autre exemple, ce serait l'Ermitage, qui est dans le... C'est quoi cette terre désolée c'est le... je ne sais plus, en tout cas, c'est un endroit où il y a beaucoup de céréales, c'est au nord de Paris. Donc, vraiment, il n'y a rien à part de l'agriculture conventionnelle. Bon, c'est pas l'endroit le plus sexy. Ouais, exactement. Et eux, ils sont vraiment en train de recréer une mini-ville, quoi. Donc, ils sont 6 entrepreneurs, mais en fait, il y a une personne sur la micro-ferme, il y a une autre personne qui a créé une Rural Hacking Factory, il y a des artisans locaux,
il y a des gens qui prennent soin de la ressource de la forêt. En fait, c'est ça qui va être intéressant. C'est les logiques que ça va permettre de catalyser. En fait, logiquement, un tiers-lieu, quand c'est bien fait, c'est un catalyseur. Et parfois, quand c'est fait par la collectivité, c'est juste une immense coquille vide avec des machines qui coûtent extrêmement cher et que personne n'utilise. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on a l'impression que parce qu'on a des outils, on a des solutions, bah non, en fait, je veux dire, c'est toujours pareil. C'est, je veux dire, oui, si tu as une découpeuse laser, mais il ne se passe rien. Moi, je ne sais rien en faire. Par contre, la dynamique qu'il y a derrière le. Ça marche, parce que Mmh. je pense que c'est un point très intéressant de dire que ce n'est pas le lieu qui compte, c'est la dynamique Exactement. qu'elle suscite au service d'un pouvoir d'agir renouvelé ou renforcé. Bon, du coup, si vous aviez un conseil pour les pouvoirs publics, alors juste sur ce point-là, mais je pense que comme il nous reste que 5 minutes, ça Ah ouais. permettra à chacun d'intervenir sur la partie recommandation aussi. Ouais, bien sûr. Bah, je laisse un peu la parole et puis je reprendrai si jamais il reste du temps. Ok. Bénédicte? Si vous aviez une baguette magique Ah. pour favoriser l'impact positif du numérique dans les manières de travailler dans les territoires. Moi, j'adorerais que les municipalités créent des tiers-lieux, pas des tiers-lieux au sens des endroits physiques, mais des collectifs de projets sur les sujets qui empoisonnent la vie des habitants. Voilà. Et que soit désigné un membre du conseil municipal ou quelqu'un pour faire fonctionner ce truc-là, dans le café d'à côté, dans l'école d'à côté, dans les lieux enfin, très proche des choses qui empoisonnent la vie des habitants et qu'on cherche à régler. Parce qu'il faut. Et quel pourrait être le rôle du numérique là-dedans? Parce que ça, on aurait pu le faire il y a 20 ans aussi. Parce que d'abord, le numérique va favoriser le travail ensemble. Mm-hmm. Et il redonne il peut trouver de nouvelles réponses et des nouveaux usages. C'est-à-dire, moi, je trouve que ce qui m'a changé la vie, c'est la boucle WhatsApp. Hein. Comme plein d'autres. Il se trouve que j'ai 3 enfants, il n'y en a aucun à Paris. Et ils ne sont pas dans les mêmes fuseaux horaires, mais au moins sur WhatsApp, on se retrouve. Mais c'est rien, mais c'est tout. Et quand on pense au numérique, je trouve que c'est ce numérique-là aussi qu'il faut avoir en tête. Le petit numérique facile et pas la grosse app. Et peut-être qu'il faut des petites boucles WhatsApp de ces petits projets dans la ville et trouver des petites réponses très opportunistes à des grosses questions, mais en partant simple. Et c'est des lieux d'empathie en plus. C'est potentiellement, enfin voilà, c'est à ça que je pense. Il y a des quartiers qui s'organisent comme ça. Je sais qu'à Montauban, il y a un quartier qui se fédère autour, bien sûr, des commerçants de ce qui va être de la monnaie locale, mais aussi, ils ont un fil WhatsApp quartier qui, effectivement, leur simplifie la vie. C'est effectivement, j'allais dire, un premier pas simple et accessible à inclure avec, pourquoi pas, les pouvoirs publics. Jérôme, une recommandation justement pour la suite, des bonnes idées à souffler au pouvoir public et à tous les acteurs. Oula, moi je vais être très pragmatique. Avant tout, moi ce que je pense qui est primordial, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accès uniforme et de façon égale à la 4G, à la fibre. Voilà, je pense que ça c'est un postulat ça peut paraître très, c'est une porte ouverte, mais je pense que ça c'est la première chose à faire et s'accompagner en deuxième temps d'un apprentissage de l'utilisation du numérique. Et ça, trop souvent, ça a été dit juste à l'instant, je ne sais plus si c'est Samuel ou Bénédicte, c'est pas parce qu'un outil existe qu'il est facilement utilisable. Le numérique, c'est pas facile pour tout le monde. Et donc, je pense que ça doit se coupler à un apprentissage. Et là, c'est là où les collectivités doivent jouer leur rôle de pouvoir, à travers l'éducation, enfin, j'en sais rien, plein de choses, mais je pense que ça, c'est important. Voilà. Les 2 points un peu basiques, mais je pense qu'il y a la fondation après à tout le reste. Merci. Ouais, effectivement, moi je dirais qu'il faudra investir autant d'argent dans les usages et les humains, les usages du numérique et les humains, que dans les infrastructures. Si vous voyez les sommes, la comparaison des sommes investies sont complètement décalées. Et puis aussi, bah oui, évidemment, investir
dans tout ce qui est, enfin, que les collectivités, en tout cas, se mettent au service des communautés et qu'elles les impliquent, qu'elles leur donnent les clés, en fait, de la gestion, en tout cas des décisions, hein, de financement, hein, des actions, et qu'elles favorisent finalement les communautés de projets. Ça rejoint un peu les propos de Bénédicte aussi, mais peut-être accélérer et rendre plus facile, voilà, la distribution, hein, tout simplement, des fonds publics autour des activités, des actions qui fédèrent, et donc outiller, finalement, ce serait le rôle, je pense. Les citoyens et les groupes de citoyens, c'est à mon avis la priorité, outiller, et puis voilà, faire confiance et leur donner autonomie et responsabilité. Merci beaucoup, Louis. Samuel, on te laisse le mot de la fin. Dernière Ouais. reco. Et ben moi, je vais absolument pas parler de numérique parce qu'en fait, la question se pose pas là, en fait, la problématique. Si on pouvait déjà croire un petit peu dans la démocratie, ce serait déjà assez beau parce que on a parlé beaucoup de décentralisation, il y a des choses qui sont faites. Enfin, je veux dire, on va encore avec la convention citoyenne. Enfin, c'est d'une tristesse ce qui en est fait. Donc, en fait, tant qu'il n'y aura pas des nouveaux partenariats, il ne faut pas se leurrer, en fait, la société civile est en avance là-dessus. J'aimerais vraiment dire autre chose, mais quand je vois comment ça se passe à des hauts niveaux de l'État, parfois c'est d'une pauvreté quand même encore en termes de vision. Et donc, ça, tant qu'il n'y aura pas donné les moyens, parce que c'est pareil, s'il n'y a pas de moyens, il ne se passera rien. Enfin, je rejoins tout à fait ce qui a été dit juste avant. Donc, c'est vraiment acter de la décentralisation, mais de la vraie, quoi, pas celle où tu dis que ouais, tu vas consulter les gens, mais qu'en fait, tu ne retiens absolument pas leur avis. Donc, en fait, et pareil, je reviens à ce que j'ai dit au début, parce qu'on ne parle pas tous des mêmes choses, on ne parle pas tous des mêmes mots. Vous avez vu, il y a toute une partie de ce qu'on vient de se dire là, qui a été de dire, mais attends, mais sur quelle définition on s'entend? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je vois que sur la 5G, la phrase de notre président, c'est de dire on est des amis avec la lampe à huile, alors que là, on est tous des acteurs du numérique, on ne dit absolument pas ça. Enfin, c'est pareil, il va bien falloir accepter de la critique, du débat pour pouvoir du coup avoir des vraies possibilités d'agir. Sinon, on ne pourra absolument agir sur rien, en fait. On sera à nouveau dans des trucs où on nous dira ouais, on peut bien consulter votre avis, mais de toute façon, on a décidé que ce serait ça. Dans ces cas-là, il ne se passera pas grand-chose. Merci beaucoup, Samuel. Merci à Jérôme Tréhardy d'avoir été présent. Donc, Jérôme Tréhardy, je rappelle, vice-président de la French Tech Rennes Saint-Malo. Louis Salguero de la Mêlée à Toulouse et coordinateur du réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. Bénédicte Tillouin, cofondatrice de France Apprenante. Et donc Samuel Chabret, membre du collectif WeShare et cofondateur de la Société Nouvelle. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce webinaire du think tank hashtag le plus important. Mathias, je te laisse conclure. Merci à tous et on vous invite tous au colloque que nous organisons au Sénat avec le CNAM le 2 novembre prochain sur comment mettre le numérique au service de l'inclusion professionnelle dans tous les territoires. Voilà. Et bon week-end. Et merci pour la qualité de ce webinaire. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.